Making, le processus de fabriquer ou faire. Good architecture, une architecture engagée socialement et respectueuse de l'environnement. Making Good Architecture, le podcast. Bienvenue dans Making Good Architecture, un podcast qui démystifie le démarrage de pratiques architecturales émergentes. Nous sommes Éléonore Levieux et Carrie Wilbert, architectes urbanistes, cofondatrices de l'agence franco-américaine Sierra, qui se positionne à l'interface de l'architecture engagée et du projet urbain résilient. Le but de cette première saison, c'est de créer une communauté solidaire entre architectes et d'autres acteurs de la construction, dévoiler la face cachée du démarrage d'une agence et promouvoir les projets qui résonnent avec les valeurs de good architecture. Is it possible to do good and make good architecture? Est-ce possible de concevoir des projets engagés et de produire une architecture de qualité? Cet épisode a été enregistré avec Mathieu de Local le 30 janvier 2023. Donc aujourd'hui, nous, on va vous partager notre conversation avec Mathieu Boustany de Local. On est ici pour parler de la dualité d'une approche à la fois internationale et locale. Donc salut Mathieu, bienvenue à toi dans ce podcast tout nouveau. Salut à toutes les deux, merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui. Donc je suis Mathieu Boustany, architecte et co-créateur, cofondateur de l'agence Local, basée à Paris. Alors moi je suis l'équipe de Paris et on a donc deux autres agences, une à Bruxelles et une à Bergen. Vous existez depuis 3-4 ans et vous êtes déjà dans 3 pays différents. Est-ce que tu pourras parler un petit peu de comment vous êtes rencontrés tous les 3 et pourquoi vous avez choisi de structurer votre pratique dans 3 pays différents? Alors effectivement, donc notre agence elle a 3 ans aujourd'hui. On s'est tous rencontrés au travers d'expériences professionnelles. Donc avec Jérôme, Elida et Gilles, donc l'équipe Bergen et Bruxelles, on s'est rencontrés à l'OMA à Rotterdam. Donc on a tous plus ou moins bossé ensemble sur des projets différents et avec du coup, Benoît, qui est mon associé ici à Paris, on s'est rencontrés à Tokyo. On travaillait ensemble chez Sou Fujimoto et à la suite de cette expérience, on s'est un peu tous dispatchés dans l'Europe et dans le monde. Donc Benoît, lui, après le Japon, est parti en Espagne. Il a travaillé à Barcelone et pendant ce temps-là, on a fait des concours, principalement des concours ouverts, internationaux, où on a au fur et à mesure recentré un petit peu sur la France. Et donc au travers de ces concours et certains succès, on a eu une volonté du coup de créer une agence un peu plus ancrée. Et c'est au cours aussi d'autres participations à des concours avec l'équipe à Bergen et Bruxelles qu'on a commencé à se dire et pourquoi pas monter une agence unique. Enfin, légalement, on est 3 entités séparées, mais pourquoi pas ne tous travailler ensemble, mettre en commun nos références, nos compétences et surtout qu'on se connaît du monde du travail. Donc il y a une certaine facilité à bosser à distance comme ça ensemble. Pour ces premiers projets, vous avez travaillé ensemble en France ou c'était toi, tu étais par exemple à Bergen ou Le tout premier projet qu'on a fait, on l'a fait avec Benoît, une autre ancienne collaboratrice qui s'appelait Piraya, qui était en Thaïlande. Donc moi j'étais à Tokyo, Benoît était à Barcelone, la troisième personne était donc en Thaïlande et Gilles nous aidait depuis les Pays-Bas. Ça c'était vraiment le tout premier projet avant même qu'on ait l'idée de monter une agence. Et donc au travers de ce projet-là, on a déjà développé une capacité à travailler à distance. Donc on a mis en place tous les outils nécessaires et au fur et à mesure, du coup, on a rajouté des gens dans les équipes, enfin dans l'équipe, oui. sans avoir aucun lien physique et aucun déplacement. Oui, donc dès le début, c'est une base à distance. Et vous êtes connus tous en personne à travers vos expériences professionnelles quelque part avant ou l'école, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui. En fait, ce qu'on a appris au travers de nos différentes expériences, c'est que pour que le boulot se passe bien, il faut se connaître par le boulot. Je suis pas trop le partisan de travailler avec ses amis.
même si au final on est tous amis dans l'agence, mais le lien de base, c'est le travail. Et donc, tu parles ou tu as dit que c'est trois structures différentes. Effectivement, ouais. On a, pour les questions aussi de facilité de gestion, on a trois entités parce que forcément les réglementations, les diplômes et la fiscalité, elle est différente dans les trois pays. On partage pas 100% de nos clients. On a chacun une base de clients dans nos pays respectifs, dans nos villes respectives. Parce que ça a été aussi un peu ça la transition, c'est que on a fait des concours en étant chacun dans un pays du monde et en travaillant en ligne. Mm. Le jour où on a décidé de se regrouper, donc Benoît et moi-même à Paris, que l'équipe de Bergen, elle a quitté son job dans l'agence dans laquelle il bossait. Le jour où on a fait ça, on s'est retrouvé surtout dans une nécessité de gagner des sous. Pour ça, on a dû trouver chacun de notre côté des clients de proximité. Donc d'ailleurs, le nom local, pour nous, à l'origine, c'était plutôt un peu se forcer de se dire, OK, on a travaillé dans des grosses agences à travers le monde, parce qu'entre les Pays-Bas et le Japon, j'ai travaillé en Russie aussi. Mm. Donc on s'est un petit peu tous éparpillés. On a fait tout ce trajet-là, toute cette démarche, ces déplacements étaient uniquement dans un but de quête de connaissances architecturales, même si c'était aussi lié avec nos vies personnelles. Mais il y avait vraiment ce motif-là d'apprendre l'architecture, d'autres manières de voir comment c'était fait ailleurs. Le local, c'était de se dire, ok, on a fait tout ça pour ramener un peu chez nous ces connaissances, ce multiculturalisme. Et donc c'est un peu un rappel aux sources, quoi. Oui, c'est hyper intéressant parce que je pense beaucoup d'architectes aujourd'hui sont confrontés à ce challenge. Je pense que on est beaucoup qui aiment bien voyager ou explorer et découvrir d'autres pays et d'autres cultures. Et aussi, on se retrouve dans un monde qui est de plus en plus sensibilisé aux atouts qui sont locaux des économies, des communautés, des ressources, des matériaux qui sont uniques dans chaque endroit, qu'il faut respecter pour chaque projet. Et nous aussi, on est confrontés souvent à comment harmoniser notre expérience internationale avec une approche qui est locale. Donc oui, c'est hyper intéressant. Comment est-ce que tu pourras conseiller peut-être un jeune qui veut travailler à l'international? Est-ce que c'était positif ou négatif ton expérience et qu'est-ce que ça te rapporte aujourd'hui? Positif, très positif. Moi, la première fois que je suis parti à l'étranger, c'était pour partir à Rotterdam. J'ai fait une liste de 10 agences que je voulais vraiment, et il y en avait une que je voulais plus que les autres. Et bizarrement, ça a marché avec celle-là. Et après, en fait, à partir de cette première expérience, c'était assez facile de se transférer d'un pays à l'autre parce que voilà, le CV se construit. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que c'est toujours les mêmes gens qu'on rencontre, qu'on soit Mm. à Paris, Rotterdam ou à Tokyo. Moscou, on perd un petit peu des gens, mais on peut retrouver les gens de Moscou à Tokyo aussi. Mais c'est vrai qu'il y a finalement une communauté d'architectes assez faible qui se déplace. Mm. Donc c'est pour ça que rapidement on croise les mêmes gens. D'ailleurs, j'ai trouvé mon job à Tokyo grâce à une personne que j'ai rencontrée pendant mes études en Suède. Ouais, je ne peux que recommander. Il faut commencer la première fois, quoi. Oui. Les échanges Erasmus ou autres sont un bon support pour commencer à partir à l'étranger. La difficulté, c'est la difficulté économique. Je suis pas allé nécessairement dans les pays qui étaient les plus valorisés sur ce domaine-là. Donc, disons que les salaires étaient pas très, très élevés, mais l'expérience était grosse. Et du coup, pourquoi t'es revenu travailler en France? Et après l'expérience chez Tsu Fujimoto, où j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an et demi, j'ai commencé à bosser au Japon en indépendant. Je faisais des perspectives, des images pour payer les concours. C'est pas un modèle économique très très viable, hein, mais en tout cas, ça nous a permis de survivre un certain temps. Et je n'ai absolument jamais travaillé avec des clients japonais. J'ai travaillé avec des agences au Japon, et des étrangers, pour la simple et bonne raison que je parlais pas japonais. J'avais pas de diplôme au Japon, j'avais pas eu de cursus au Japon, donc au Japon j'avais à peu près aucune chance de survivre. Bon, et je dirais pas que c'est impossible, il y en a pas mal qui l'ont fait, mais c'est effectivement un peu compliqué. Donc le retour en France c'était assez logique, c'est que c'est déjà très dur de trouver des clients, très dur de cerner dans notre métier aussi toutes les contraintes techniques, administratives, le process d'un projet, c'est compliqué.
Donc si en plus on le fait dans une langue qu'on maîtrise pas ou dans un pays où on maîtrise pas les codes ou on n'a pas reçu son éducation, c'est dur. Donc on a été presque on va dire la simplicité, même si c'est pas simple tous les jours. Mais le retour à Paris, c'était ça. Il nous faut des choses concrètes, il nous faut des clients, il nous faut un réseau. Donc le réseau, il est plus facile à faire ici qu'ailleurs, même si c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. En tout cas, pour nous, c'était le cas. Ouais. Mm. Et tu trouves ton expérience internationale, ça se traduit bien pour ce que tu fais aujourd'hui en France? On n'en profite pas nécessairement beaucoup. Au contraire, la première chose qu'on réalise, c'est qu'on est complètement hors du jeu parce qu'on n'a pas tissé de réseau, parce que on n'a pas un patron avec qui on a bossé pendant 5-10 ans qui nous donne un premier client cohérent, parce qu'on a perdu aussi contact avec beaucoup de nos amis ici. Mais je pense que ça paiera sur le long terme, parce qu'on a aussi cette capacité-là à presque travailler dans n'importe quel pays et arriver à monter une équipe avec des gens de là-bas. Mm. On a un réseau international en fait qui est très riche, qui a été particulièrement dévalué à cause du Covid, mais là ça commence à revenir depuis 6 mois, un an. On commence à réavoir un peu cette interaction internationale qui nous permettrait d'avoir des projets à droite à gauche, de collaborer avec des amis à droite à gauche, qui est finalement un peu des choses qui nous animent depuis le début de l'agence. Si tu devais définir les avantages et les désavantages d'avoir cette pratique que vous avez, l'international, dans 3 pays, comment tu définirais les choses? L'avantage, c'est chacun est là où il souhaite et bénéficie de sa liberté et de son confort de vie personnel. L'avantage, c'est aussi qu'on met en commun quand même pas mal de références. On a chacun des équipes de notre côté, donc on a une force de réponse qui est assez importante. Et ça, c'est très appréciable et ça nous permet de construire des références de manière assez rapide. Le désavantage, c'est que quand on se présente à un marché, on est une petite agence. On n'est pas une grosse agence. Parce que si on met en commun nos 3 chiffres d'affaires, toutes les personnes qui travaillent avec nous, ça fait une agence sérieuse. Donc aujourd'hui, sur le papier, on est une petite agence. Donc ça, je dirais que c'est le plus gros désavantage. Et au quotidien, ouais, c'est vrai que ça serait plus agréable d'être tous autour d'une table et de bosser ensemble. À mon avis, on serait plus efficace et on ferait peut-être de plus grandes choses, mais il y a un territoire à choisir et ça, c'est presque impossible. Est-ce que tu pourrais parler un peu dans le concret de comment vous communiquez entre agences dans une journée ou une semaine pour rester harmonisé et cohérent? On a été au plus simple, le chat WhatsApp qui tourne jour et nuit. On fait toutes les semaines un rendez-vous d'équipe des 3 agences. Donc tous les mardis, on a un rendez-vous d'agence. Et après, on partage le serveur. En gros, c'est ça, on est sponsorisé par Dropbox, WhatsApp et Miro. Alors ça, Miro, c'est aussi, ça a été une belle révolution. Miro, c'est une plateforme collaborative d'échange de documents, de commentaires, de tout ça. Ça, pour faire les projets à distance, c'est top. Parce qu'en gros, il y a une grosse board sur laquelle on peut dessiner, on peut dropper les références, mettre les plans. Voilà. Et puis le serveur, c'est quand même la base de tout, quoi. Vous utilisez Dropbox pour un serveur. C'est assez efficace. Et on est en train d'utiliser Google et on se posait la question de... Le Drive, là, on n'a jamais compris comment ça marchait. On a tout ce qu'il faut sur Gmail, mais par contre, ouais, pour le serveur, on est Dropbox depuis le début et ça marche très bien. Je suis habituée au monde de Google et pour utiliser Outlook ou quelque chose, j'ai l'impression d'être une mamie qui découvre l'ordinateur. Et vous parlez tous en français ensemble? Français, anglais, parce que Elida est espagnole et Gilles est belge, donc il a un petit accent. Non, c'est pas vrai, mais bon, Elida, elle comprend le français, mais c'est vrai que quand on veut être un tout petit peu respectueux, on passe en anglais. Est-ce que tu as un exemple de genre des moments difficiles de communication où vous êtes plus ou moins synchronisés dans le discours et la direction des agences? Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés à distance comme ça? Et je dirais que c'est un peu en ce moment le moment
compliqué. En fait, quand on est en visio, on n'est pas autour d'une table et l'échange, il est beaucoup plus froid, il est beaucoup moins maîtrisé et se retrouver tous les 5 autour d'une table, c'est arrivé une seule fois en novembre dernier. C'est la seule fois, on s'est tous regroupés dans la même ville et finalement, on a passé ce moment-là à boire et faire la fête. Donc, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé du business. C'est un peu dommage, on a passé un beau moment, hein, mais C'est important aussi. c'est aussi important. Exactement, ça a fait du bien à tout le monde, je pense. Est-ce que ça a changé quelque chose du coup après dans la façon de s'organiser? Enfin, même si vous avez passé quelques jours à faire la fête, est-ce que ça a renforcé la cohésion sur le long terme et tout? On partageait nos vies de misère surtout. Hein. On a eu une fin d'année compliquée tous. Ok. Donc c'était juste avant les fêtes. Après, on a été chacun se terrer là où on pouvait pour aller se reposer un peu. Mais non, c'est vrai qu'en ce moment, on a déjà mis en place les outils de communication principaux. On a site internet, on a le portfolio, on a l'Instagram. Mais le vrai fond de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on raconte et qui on est. Et c'est vrai que là, ça fait quand même assez longtemps qu'on s'est pas mis autour d'une table pour mettre les choses à plat. Et ça peut partir un peu dans des directions qui sont un peu différentes. Je dirais principalement dû au fait qu'on soit dans des pays différents et que les codes sont d'une différentes, que les attentes des clients sont différentes. Et après, d'un point de vue individuel aussi, on a des ambitions qui sont également un peu différentes. Donc, oui, il faut arriver à communiquer là-dessus. Et franchement, la distance, c'est compliqué pour ça. C'est une accumulation d'incompréhension, la distance. Dans le rythme du boulot, faire un projet, il n'y a jamais aucun problème. On accepte la critique, le commentaire, la contradiction, et il n'y a pas de souci. Sur l'ambition de l'agence, c'est suffisamment important pour qu'il y ait plus besoin de contact direct et de se retrouver autour d'une table. J'allais juste dire parce que nous, on avait l'idée pour nous, comme on est à New York et Paris, de faire des semaines un peu intensives ensemble où on va l'un ou l'autre se déplacer et on sera ensemble en mode workshop, atelier pendant une semaine. Et donc, on cherche un peu les idées de comment faire. Laisser du temps pour faire la fête ensemble, c'est bien aussi. C'est vrai que c'est un peu un idéal. Ça nous arrive d'avoir une personne, par exemple Jérôme va venir à Paris la semaine prochaine parce que on a une conférence dans une école et qu'il y a 2-3 autres trucs à faire. Donc il prend l'opportunité de passer un peu de temps ici, mais du coup on est 3, on n'est pas 5. Oui. À 5, passer un week-end, ça a été une organisation de titan. Du coup, passer une semaine de workshop tous les 3 mois, c'est impossible. En fait, au début de l'agence, c'est possible. Sauf qu'au début de l'agence, on n'a pas d'argent. Donc on le fait pas. Et après, une fois que l'agence commence à tourner, on a des projets, on a un petit peu plus d'argent et du coup, c'est pour ça qu'on peut plus prendre le temps de passer une semaine tous les mois, ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, parce que les projets ils demandent beaucoup plus de boulot et vu qu'on n'est pas tous sur les mêmes projets, on a tous des emplois du temps très différents. Mais en vérité, je pense que c'est faisable. Il faut juste acter. On prend le temps. On va essayer, mais oui, on revient vers toi dans, dans quelques mois. Une question très pratique, vous avez genre un calendrier partagé et tout, vous voyez tout le monde ou c'est trop compliqué de voir tout ça? On a un calendrier partagé. En fait, on a plusieurs calendriers qu'on se partage. On les regarde pas tous parce qu'on a des utilisations un peu différentes du calendrier. Est-ce que vous définissez des objectifs pour la semaine ou alors c'est plutôt des revues de projet? Comment, en gros, ces réunions hebdomadaires, elles vous servent à garder une cohésion entre vous tous? On a souvent pas vraiment le temps d'aller dans les projets. On va dire qu'on partage principalement le statut d'avancement sur différents points. On essaye d'avoir au maximum un ordre du jour. On a un ordre de choses sur lesquelles on va parler. Souvent, au début, c'est un peu les questions générales, les grosses nouvelles, qui on a rencontré, qu'est-ce qu'on va faire, à quoi on va participer. Et après, c'est plutôt l'état d'avancement des projets, savoir un peu ce qui avance, ce qui avance pas. Je dirais que c'est plus de l'état des lieux que véritablement de l'échange sur les projets en même. Parce que finalement, on essaie de se voir, on se voit 1 heure. Donc, ça permet au moins de garder le fil conducteur de qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et après, par contre, quand on travaille sur des projets en commun, en fait, la discussion, elle est beaucoup plus importante en off. Cette réunion, c'est un peu plus pour se dire, on est tous les 5, on est regroupés, on a des informations qu'on communique à chacun.
Et après, sur le off, si on a des projets qui sont en commun, parce que on va bosser l'un avec l'autre sur un projet, par exemple, ou filer un coup de main sur un autre. Et du coup, ça, la conversation, elle est plus en continu sur ce projet spécifique. On essaye de temps en temps aussi de faire des petits points design review, mais c'est assez rare. Quand il y a un concours, quand il y a une panique et de doute. Vous arrivez à faire confiance à distance avec les autres agences? On a aussi une méthode de travail qui est absolument pas basée sur une cohérence globale de ce que l'agence produit. On s'engage à faire des projets de qualité. On essaye chacun de pousser notre petit bout de chemin de notre côté, parfois en collectif, parfois de manière juste agence. On peut apporter des commentaires sur le travail des autres. C'est pas toujours le bienvenu, mais ça peut arriver. Parce que forcément, quand on est au sein de l'agence, on sait pourquoi tel ou tel projet a fini comme ça, parce qu'il a telle ou telle contrainte de client, ou contrainte économique. Donc, on est un peu plus à même de savoir, plutôt que de donner des critiques gratuites. Mais en tout cas, on va pas être genre à commenter le moindre détail de l'exécution de quelque chose. Sur un projet, alors que ce soit un concours qui est rendu, là, on va avoir forcément un petit peu un tour de commentaires qui est le ressenti de tout le monde. Sur quelque chose d'exécuté, on va peut-être aller plus dans le détail. On va aller un petit peu taquiner sur des choses qui auraient pu être mieux, qui auraient pu être différentes. Mais ça, c'est plus dans la réflexion globale. Je dis pas que c'est une personne face à une autre. Oui. Ça peut être des points de détail ou des points un peu globaux, quoi. Savoir si on s'est planté sur une stratégie de projet. Oui, c'est des retours d'expérience qui sont partagés pour tout le monde. Est-ce que pour juste finir, Mathieu, est-ce que tu pourras parler un peu de tes projets de 2023 ou vos objectifs pour local? Qu'est-ce qui c'est en cours ou qu'est-ce qui est excitant pour cette année? L'objectif, c'est justement de faire des projets qui nous font un peu vibrer, des choses qui nous donnent envie, qui nous stimulent. Je pense que ce qu'on a retenu de l'année dernière, c'est qu'on a fait, on s'est un peu trop laissé embarquer dans des projets qui correspondaient pas toujours à nos ambitions et nos valeurs. On n'a pas eu le choix non plus. Il faut pas se cacher. Il y a une réalité économique qui est quand même présente. Donc pour 2023, c'est remettre un peu le design au premier plan. Essayer d'aller chercher les clients qu'on n'a pas. Donc ambition 2023, c'est faire des projets qui nous font plaisir. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie de voir la suite. Merci beaucoup Mathieu pour cet éclairage sur la pratique de local qui était hyper intéressant. Merci beaucoup Carrie et Léonore. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de nous laisser votre avis et de nous suivre sur les réseaux. Vous trouverez toutes ces informations dans la bio. À très bientôt pour un nouvel épisode de Making Good Architecture.